Avec notre invité, on va parler de la dépakine, cette antiépileptique accusée de provoquer de graves malformations sur les enfants dans le ventre de leur mère. À la suite d'une récente enquête de l'IGAS, l'État va indemniser les victimes de la dépakine, mais il n'exclut pas de se retourner vers d'autres responsables. Pour en parler, Marine Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'APESAC, l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Alors, l'État s'appuie donc sur une étude de l'IGAS, à laquelle vous n'êtes pas tout à fait étrangère, qui pointe donc les dangers de ce médicament antiépileptique fabriqué par Sanofi. Les grandes lignes de l'étude, c'est quoi exactement ? Ce qui ressort de cette étude, c'est qu'effectivement, il y a eu un défaut d'information de la part du laboratoire et de l'agence de santé. Donc il y a eu défaillance du système. Aujourd'hui, les victimes veulent comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là après 50 ans de prescription. Et on a une estimation du nombre de femmes concernées ? Non, on attend encore ces chiffres de la part du gouvernement. Ça va être compliqué parce qu'avant 2006, il n'y avait pas de données informatisées. Donc moi, au sein de l'association, j'essaye de recenser le nombre de victimes en posant des questions aux familles, mais le chiffre est gigantesque. C'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de victimes. Alors la grande interrogation, c'est pourquoi est-ce qu'on a tant tardé à informer les femmes qui voulaient avoir un enfant et qui étaient sous dépakine de la dangerosité de ce médicament ? Pour ma part, il y a une volonté délibérée de ne pas informer la patiente parce que ce médicament donc, soigne principalement deux pathologies, l'épilepsie et la bipolarité. On est extrêmement nombreuses, on est un marché extrêmement porteur, donc potentiellement, il y avait énormément d'argent à gagner. Donc je pense que si pendant des années, on a omis cet effet secondaire dans la notice, c'est bien parce que le producteur voulait essentiellement vendre son produit. Et ça, c'est un argument qui marche effectivement quand on parle du fabricant du médicament. Mais les autorités sanitaires, l'agence du médicament, elle savait, elle oui, aussi. Elle savait parce Or, que... elle n'a pas de lien financier avec la mise sur le marché d'un médicament. A priori, on pourrait penser que oui, mais on sait bien que l'affaire du Mediator nous a démontré qu'il y avait des conflits d'intérêts entre les gens qui travaillaient à l'époque à l'AFSAPS et les laboratoires pharmaceutiques. Donc tout ça est extrêmement fin et je pense que si le défaut d'information a tant tardé, c'est bien parce qu'il y avait des conflits d'intérêts entre les deux. Alors vous êtes personnellement soigné depuis l'âge de 10 ans par ce médicament que vous prenez tous les jours. Vous avez 2 enfants, vous allez nous en parler, mais pendant vos grossesses, on ne vous a jamais alerté sur un risque quelconque ? Non, j'ai été très bien suivie. J'habitais à l'époque à Montpellier, donc j'ai été suivie par un neurologue, un gynécologue et mon médecin généraliste. Et tous les trois ont tenu le même discours, c'est-à-dire que je ne risquais qu'un spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale. Et en prenant de l'acide folique 3 mois avant, 6 mois pendant, j'évitais cette malformation-là. Et j'ai été bien suivie en échographie, effectivement. Il n'y avait pas de spina bifida. Et mais à l'arrivée, il y avait des malformations pour mon fils à la naissance des membres. Puis par la suite, les troubles cognitifs qui sont apparus. À l'âge de marcher, il ne marchait pas. À l'âge de parler, il ne parlait pas, etc. Comment vont vos enfants aujourd'hui ? Ils ont quel âge ? Aujourd'hui, alors Nathan a 14 ans et Salomé, ma fille, 17 ans. Ils restent scolarisés dans le système classique avec un aménagement, AVS pour mon fils. Bon, il se trouve que mon mari est dans l'éducation nationale, donc on a toujours fait pour tout mettre en place pour favoriser la scolarisation avec l'aide de vie scolaire, avec les outils informatiques dont on peut disposer. Donc aujourd'hui, ils s'en sortent bien, mais peut-être parce que depuis le début, on est là pour les aider au quotidien, les stimuler et mettre en place toute la structure nécessaire. Mais quand est-ce que vous avez fait le lien ? D'abord, est-ce que vous y avez pensé immédiatement à la dépakine et comment vous avez fait ce lien ? Non, bien sûr que non. Au départ, mon fils est né avec une malformation. J'habitais, comme je vous l'ai dit, à Montpellier. J'avais fait le rapport avec peut-être les pesticides, puisque j'habitais à Montpellier et que le professeur Sultan parlait de ces malformations. Voilà. Mais en fait, c'est par la suite, quand mon fils a eu tous ces problèmes développement, je me suis dit c'est pas possible qu'il ait autant de malchance. Donc je me suis dit j'ai pas été exposée aux pesticides. Par contre j'ai consommé un médicament pendant la grossesse et c'est là où j'ai marqué dans Google médicament dangereux pour la grossesse. J'ai appris que c'était tératogène le mot et que je suis tombée sur le site du CRAT, le centre de recherche des agents tératogènes à l'hôpital Trousseau, et le docteur Éléphant qui décrivait toutes les conséquences de la dépakine. Et là on était à l'automne 2009 et pour la première fois tout collait. Qu'est-ce que vous ont dit, si vous les avez recontactés, votre neurologue, votre gynécologue, votre généraliste de l'époque ? Alors effectivement, eux disent qu'ils ne savaient pas. Voilà. C'est grosso modo, c'est ça. Mais pour moi, ça ne peut pas me satisfaire, puisque la littérature scientifique faisait état de toutes ces difficultés-là, tous ces problèmes. Donc ça ne peut pas être satisfaisant. Aujourd'hui, ils vont devoir s'expliquer face à la justice. On précise que dans la notice, il y avait une mention, mais qui était très vague sur les risques. Alors à l'époque, donc moi mes grossesses 99 et 2002, il y avait marqué consulter votre médecin, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Et pour eux, c'était un petit peu plus précis, mais il n'y avait pas tellement d'informations plus précises quand même. En 2011, vous avez donc entamé une action en justice. Oui. Contre qui ?
Alors, d'abord au civil contre Sanofi et les médecins prescripteurs, et dans un deuxième temps au pénal contre l'État également pour défaut d'information et pour tromperie aggravée pour le laboratoire, quoi. Et on vous en est où? Oh, la justice est longue. Ça avance. Il y a eu reconnaissance dans le cadre de la plainte au civil du lien de causalité entre le handicap de mes enfants et la prise de Dépakine pendant la grossesse. Maintenant, comme je dis, on en est à la troisième partie. Qui va payer? Le laboratoire, les médecins, un petit peu des deux. Voilà, on est en train d'avancer. Mais bon, je pense aussi à toutes ces victimes qui, elles, n'ont pas justement forcément la force de faire ces longues procédures. Et donc, c'est pour ça que je réclame ce fonds d'indemnisation qui est important pour les victimes. Alors, on disait tout à l'heure que vous n'étiez pas totalement... j'ai perdu mes mots. Vous n'étiez pas pour rien dans le lancement de l'enquête de l'IGAS, parce que vous avez mené une grosse pression pour que cette enquête ait lieu, et notamment justement en menaçant d'arriver avec beaucoup de plaintes. En 2011, j'ai vu Irène Frachon, qui est pour moi un modèle de citoyenne à la télévision. Je me suis demandé qui est son avocat. Si j'attaque un jour le laboratoire, il faut que j'ai un avocat qui soit à la hauteur. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Maître Charles-Joseph Foudin. Et derrière, j'ai compris que c'était la force du nombre qui pourrait me permettre de réussir à obtenir des documents, des renseignements qui me manquaient. Donc effectivement, on s'est regroupé à plusieurs familles. Les class action n'existent pas, même si on attend toujours le décret de Madame Touraine sur le sujet. Mais on s'est regroupé derrière un même avocat et grâce à ça, on avait une force et une écoute au niveau du gouvernement qu'on n'avait pas jusqu'alors. Donc effectivement, en juin 2015, on a écrit à Madame Touraine lui demandant de diligenter une enquête générale des affaires sociales, ce qu'on a obtenu. Et on a eu enfin les conclusions en février. Combien de familles ont porté plainte aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois que Maître Houdin, il a 500 dossiers dans son cabinet, donc c'est extrêmement... c'est énorme. Voilà. Alors vous êtes en relation presque continue, en tout cas régulière, avec Madame Touraine, également avec Juliette, voilà, qui est chargée des victimes au gouvernement. Que nous recevrons vendredi. Vendredi, sur ce plateau. Qu'est-ce que l'une et l'autre vous disent? Qu'effectivement, il est important de créer un fonds d'indemnisation pour la prise en charge de ces enfants qui, malheureusement, souvent souffrent de troubles autistiques et donc auront besoin d'une tierce personne à vie. Donc c'est ce qui va être extrêmement coûteux. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est... Bon, Madame Touraine s'est engagée à créer ce fonds d'indemnisation, mais il est capital que le laboratoire qui est responsable de son produit prenne une part active et finance ce fonds d'indemnisation. Pour l'instant, on bloque tout. Hein. Pour l'instant, oui, tout à fait. Et ils disent qu'ils sont proactifs. J'aime beaucoup ce mot-là, qu'ils ont toujours informé. Or, j'ai beau relire les notices en long, en large, en travers, je ne vois pas d'informations claires. La preuve, puisque c'est l'Agence européenne du médicament qui a décidé que cette information n'était toujours pas aussi claire et qu'il fallait absolument qu'on appose un pourcentage. Quand on vous dit vous avez 40% d'avoir un enfant autiste, là c'est très clair. Vous rencontrez Mme Touraine demain? Oui. C'est pour faire un point? C'est parce que vous avez des choses à lui dire? Oui, on doit faire un point sur justement ce fonds d'indemnisation. Comment va-t-il être financé? Quand? J'ai demandé plusieurs choses. Un logo de femme enceinte barrée sur les boîtes de médicaments, de rendre obligatoire de simples questions pour le dépistage du diagnostic dans les centres ressources autisme. Il faudrait qu'il pose cette question. Avez-vous pris un médicament antiépileptique pendant la grossesse? Si oui, lequel? Tout ça, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Des centres de diagnostic qui ne sont toujours pas là, des médecins qui sont mal informés, peu renseignés. C'est très préjudiciable pour les victimes. Merci beaucoup. Je rappelle que votre association, l'APESAC, qui est agréée par le ministère de la Santé, c'est l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, avec un site apesac.org. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie.